That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. 28 avril, 29 avril, entre 14h et 18h30, il va se passer quelque chose, non pas à Paris, non pas à Marseille, non pas à Lyon, à Lorient. Eh oui, parce qu'il faut aussi se dire qu'il peut se passer plein de choses ailleurs que dans ces grandes villes françaises. Et à Lorient, à la Balise, il y aura la projection d'un film, Enquête sur un monde solitaire. Le film a été réalisé par Maxime Karmagoré. Le film est aussi disponible en DVD. Voilà, je le montre, pardonnez-moi, il s'est un peu flouté derrière, mais il y a 2 DVD, voilà, tout ça. Et toutes les informations vous pouvez les retrouver dans le descriptif de la vidéo. Maxime Karmagoré est là pour nous parler de ce film. Et il a demandé, et ça c'est une première chez Microciné, attention, c'est la révolution, il a demandé à ce qu'il y ait une troisième personne dans cette conversation. Et il s'avère que cette troisième personne, vous la connaissez très très bien, c'est le taulier de la chaîne, c'est David Fonseca, qui est critique de cinéma, auteur, romancier. Il écrit entre autres chez nos amis du Rayon Vert. D'ailleurs, on va en parler dans quelques minutes. Et il a accepté en tout cas de revenir pour avoir cette conversation autour de ce film qu'il a aussi. On dit ça a fonctionné en lui. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, merci à vous deux. Première question, très simple, très basique. Maxime, David, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Je vais très bien. Merci. C'est toujours impressionnant quand je demande comment allez-vous. Les gens ne sont pas habitués à cette première question, alors que finalement, ça coule de source. Il faut demander comment on va. Bah oui, mais comment tu vas, toi, Maxime, après avoir fait un film comme ça? Ah bah je vais bien. Alors, tu m'aurais posé la question il y a juste après l'avoir tourné et surtout monté, donc finalisé, final. Et je t'aurais dit que c'est quand même c'est une enquête, pour reprendre le titre du film, de longue haleine, étalée sur plusieurs années. Donc c'est quand même assez compliqué émotionnellement. Parce qu'il y a des personnes il y a une personne en particulier à qui je pense qui intervient dans le film et qui n'est plus là, voilà, qui n'a pas vu le film, donc le film lui rend hommage. Mais c'est voilà, bon, là, aujourd'hui je vais bien parce que le film il va bientôt être diffusé, projeté dans une salle en public. Donc ça va permettre d'avoir l'échange avec le public, qui a des débats sur 2 jours. Ça, c'est vraiment presque le principal, puisque c'est un film qui appelle à l'échange. Donc aujourd'hui, je vais très bien par rapport à ce film. Voilà. David, juste j'ouvre une parenthèse. David, bien sûr, tu peux intervenir quand tu veux, en plus des questions que je vais te poser. Voilà, je referme la parenthèse. Avant qu'on commence à parler de ce film-là et de ce qui a fait que le film existe et pourquoi il doit exister aussi et comment il s'inscrit en toi, j'aimerais là, plus par curiosité, comprendre un peu d'où tu viens toi aussi cinématographiquement. Alors tu sais, moi il y a une question que je pose souvent à mes invités, on en rigolait hors caméra, mais je suis obligé de te la poser parce que ça me permet vraiment de comprendre un peu d'où tu viens, c'est l'image marquante. Voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette chaîne Microciné, c'est un concept que j'ai bien volé à Serge Danet et c'est de comprendre un peu si dans ton enfance, parce que très souvent c'est lié à l'enfance, il y aurait comme ça une image, ça peut être un extrait d'un film, ça peut être aussi quelque chose que tu aurais vu là et qui peut-être ça t'a tellement marqué ou un tableau, une photographie, bref, quelque chose qui peut-être définit ton rapport aux images aujourd'hui. Est-ce qu'elle existe, cette image marquante? Alors c'est vrai que c'est une question à laquelle je m'attendais. Donc et effectivement, c'est très bien que tu me la poses, puisqu'il y a pareil, il y a 2 ans, j'aurais pas répondu à cette question. Mais effectivement, il y a un film, l'un des premiers films que j'ai vu, peut-être même le premier au cinéma, c'est La forêt d'émeraude. Et c'est un film où j'avais 5 ans environ quand je l'ai vu en salle avec ma mère. Et je me souviens m'être endormi. J'étais petit, donc j'ai vu le début.
Je me suis endormi pendant presque tout le film, mais je me suis réveillé à la dernière partie, donc sur un plan, je me souviens très bien. En plus, c'était dans la grande salle du cinéma de ma ville, voilà, l'année du cinéma. Je me souviens d'un plan aérien. Donc on voyait tout, voilà, le fibroscope, on voyait tout le panoramique, même si c'est le fibroscope. Et et je pense que ça m'a vraiment permis d'avoir, on va dire que cette largeur, même cette grandeur, c'est vrai que ça m'a lors de quand je réalise des films, j'ai une sorte de, comment dire, une vision de largeur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué inconsciemment. Donc j'ai une sorte même mon regard également. Je vois je vois presque je vois la vie en cinémascope, même si mes films ne sont pas en cinémascope, je précise. C'est j'ai une vision large, voilà, des choses. Donc c'est pour ça que lorsque voilà, dans mes cadrages, j'essaie de mettre en valeur des perspectives, des paysages, mais c'est quand même assez compliqué à expliquer comme ça. Mais c'est vrai que effectivement, c'est une image qui m'a marqué. Parce que le film, je ne l'ai pas revu depuis, pourtant je l'ai en DVD. C'est quand même une image qui m'a. C'est sans doute l'une des premières images qui m'a marqué une image photographique. Ouais. Alors, ce qui est très drôle, c'est que tu dis, je ne sais pas si je suis très clair, mais tu es extrêmement clair et moi, là, déjà, il y a au moins 17 questions qui peuvent. Par exemple, tu vois, je rebondis, David, quand il parle de ça, de cette espèce de regarder le monde en cinémascope, cette vision de grandeur, de largeur, est-ce que tu ressens ça dans le film? Allez, on embraye tout de suite sur le film Enquête sur un monde solitaire, c'est comme ça, c'est la conversation. Est-ce que tu as ressenti cela, c'est-à-dire la manière qu'il a, Maxime, d'installer dans son cadre quelque chose, enfin plusieurs pistes de narration, donc et d'essayer finalement de tout raconter, de raconter le plus de choses, que cela soit à travers quelqu'un frontalement qui va interviewer, mais ce quelqu'un va raconter aussi quelque chose qui est de l'ordre du hors-champ, enfin, bref, de tout un imaginaire. Est-ce que tu retrouves de cela dans ce que vient de dire Maxime? Oui, complètement. Peut-être qu'il faudrait dire quelques mots sur le projet, mais peut-être que ce serait à Maxime de le faire pour que je puisse embrayer, parce qu'effectivement, ce regard. Alors moi, je n'allais pas dire, c'est-à-dire ce que j'ai vu du film, c'est en effet ce regard panoramique. Moi, j'allais dire circulaire. Il y a une circularité que je trouve très très intéressante, très puissante dans la manière de mettre en scène le monde que Maxime installe. Pour nous en tant que spectateurs. Mais peut-être qu'il faudrait que Maxime explique le projet, de quoi il retourne pour qu'on puisse partir de cette base-là et ensuite, sans doute, prendre la mesure de ce qui nous est montré. Donc oui, alors donc ce projet, d'abord, il est né au sein le Café Rencontre de Lorient. En fait, le Café Rencontre. C'est vrai que dans le film, on l'évoque sans dire. On explique un petit peu ce qu'on y trouve. Mais donc c'est un rendez-vous mensuel pour les personnes qui sont accompagnées. Donc il y a aussi des retraités accompagnés, c'est-à-dire qui sont les demandeurs d'emploi, qui sont suivis par une assistance sociale ou un référent RSA. Et donc, je participe à ce café rencontre et j'ai proposé de faire un petit reportage pour un projet de road trip vers. On allait passer par Rennes pour atteindre le Mont-Saint-Michel. C'est un projet assez ambitieux pour le département. Donc on n'a pas réussi à avoir de l'argent enfin des financements. Par rapport à ça. Et donc, finalement, donc, on est arrivé sur un projet moins ambitieux, on va dire, mais bon, c'est donc de partir à Groix. Et moi, c'est vrai que, comparativement à mon film précédent, L'eau douce qui connaît mes veines, qui était une fiction,
J'ai eu une sorte à chaque fois une sorte un moteur, quelque chose qui une impulsion de création liée aussi à mon cursus mes études, parce que j'ai fait des études de cinéma audiovisuel, et ce ne sont pas mes premiers films, mais ça m'a permis d'avoir de l'inspiration et d'impulsion de création. Donc, ce qui se passait, c'est que on avait proposé de partir à Groix, et là, je proposais de faire, de faire pareil, un documentaire. Le fait, c'est au fur et à mesure que ça se construit. Et avec cette question, est-ce que les personnes sont isolées à Groix? Voilà, donc on est parti, enfin, je suis parti en binôme avec une personne, d'ailleurs la personne qui se trouve ici, qui est un photographe. Donc on est partis tous les deux, donc parcourir les quatre coins ou presque de Groix lors de ce séjour sur 2 jours. Mais je me suis dit que c'était pas, voilà, que c'était, dès le départ presque, que j'allais pas uniquement uniquement traiter de l'isolement insulaire. Voilà, c'était pas. J'ai eu envie de creuser profondément, et donc une fois que le séjour sur les 2 jours était fini, j'ai attendu quelques mois et ensuite j'ai tourné vraiment le 3 ça devait être vraiment fin avril, et ça se chevauchait le fin avril et le 1er mai. Et après, donc pendant 3 mois, voilà, on va dire un peu de repos. Et à la rentrée de septembre 2018, j'ai pris contact avec des associations. Et là, j'ai commencé tout le processus de tournage en ville, dans le milieu urbain. Et c'est là où j'ai pas pu m'arrêter au bout. À chaque fois, donc, quand je me dis, bon, allez, le film, je vais le terminer, le tournage sera terminé fin octobre. Et ben non, il y avait une nouvelle piste de réflexion. Je me suis dit, non, je ne peux pas m'arrêter uniquement l'isolement social, à tel type d'isolement. Il y a tellement. Moi, ce que j'ai voulu faire avec ce film, j'ai voulu montrer, entre autres, c'est quand même, c'est beaucoup au niveau du ressenti de chaque spectateur. Mais je voulais montrer qu'il y a différents types d'isolement, déjà, et de solitude. Et surtout, alors, l'éveil des consciences, parce que beaucoup de personnes, voilà, je vais dire crûment, ils se foutent royalement des personnes qui vivent, ils ne connaissent pas, en fait. Ils vivent dans leur monde. Voilà. Là, ils vont découvrir un autre monde qui peuvent côtoyer, mais sans le savoir, ou plutôt ils ont peur, donc ils vont pas. Voilà, ils le refoulent. Donc ils peuvent. Voilà, il y a un côté très autant et très de leur part. Enfin, voilà, après, je juge pas, mais je constate, parce que j'ai plusieurs avis de personnes qui découvrent un monde. Alors, voilà, je n'ai pas cette connaissance, mais c'est pour ça que moi j'ai voulu vraiment faire une plongée dans l'isolement, avec des personnes qui sont isolées, et d'autres qui sont seulement un public, un public visé par un public de la société leur met une étiquette sur des personnes isolées. Et où leur situation, leur sociale, et aussi leur grand âge, je pense, aux retraités. Donc, voilà, on dit, ah, bah, ce sont des personnes isolées. Et au contraire, j'ai voulu mettre en valeur à la fois les personnes qui souffrent ou qui recherchent les gens qui sont isolés et qui en souffrent, et les personnes qui recherchent aussi la solitude. La solitude, ce qui est choisi. Après, on pourrait dire aussi isolement choisi. Ça, c'est pour ça, entre isolement et solitude, il y a des personnes qui n'ont pas la même définition.
Et également les personnes qui sont isolées, mais qui ne sont, mais ils se sentent pas isolés. Voilà. C'est peut-être un peu confus, mais Est-ce que, avant peut-être David que tu rebondisses, non, c'est pas confus Maxime, mais avant que tu rebondisses David, il y a cette notule que tu avais rédigée pour le Top Cinéma 2022 sur le site Le Rayon Vert, et ça s'appelait Les Épiphanies, tentatives de ne pas faire un Top Cinéma 2022, et donc il y avait toutes celles et tous ceux qui participent, qui contribuent au site, qui ont donc déposé comme ça leurs épiphanies, leurs textes, et toi il y a un texte que vous pouvez retrouver dans le descriptif de cette vidéo et tu écris à propos de ce film, tu dis, je cite, le monde du silence ne se trouve pas que sous la mer, il est de tous les espaces, de tous les territoires, de toutes les gueules cassées que filme Maxime Kermagoré. Ce silence, celui des condamnés de leur vivant, méritait son enquête. Plus de 6 heures de film, parce qu'il faut qu'on parle aussi après de la durée, parce que c'est important, plus de 6 heures de film pour démonter les mécanismes de la mise au silence, cette mort sociale prématurée qui a pour nom l'isolement. La solitude n'est pas l'isolement, c'est ne plus voir rien ni personne, l'isolement c'est un malheur, la solitude c'est l'impossibilité pour les autres de vivre à notre place ce que nous vivons quand elle n'est pas inchoisie. On mourra seul, dit Pascal, même entouré, on mourra seul, car personne ne peut mourir à notre place. La solitude est un constituant de la vie humaine, l'isolement un accident de la vie sociale. Combattre l'isolement, assumer la solitude. Mais si nul ne mourra à notre place, il est malgré tout des êtres, partout dans le film de Maxime Kermagoré, qui sont de vrais rois thaumaturges du quotidien, sans autre génie ni magie que celle de la main tendue, luttant, réparant pour éviter la débâcle, ce vent qui claque toujours dans le même sens, que les corps des trop fatigués ne soient définitivement morts de leur vivant. Alors 2 choses, David. La première, ce texte, cette notule, qu'est-ce qui fait que tu écris cela? Et puis la deuxième chose, revenir sur ce que nous disait Maxime autour de sa vision du monde en cinémascope. Et toi, tu avais commencé à nous parler d'une forme de circulaire. Bref, à toi la parole. Alors, ce qui m'a frappé dans le film de Maxime, outre le sujet, c'est son aspect monumental. Hein. Il se présente comme une fresque de plus de 6 heures. Et qui lorsque je l'ai vu, m'a évoqué d'autres œuvres monumentales. Et elle me les a évoquées, mais le travail de Maxime me semble aller plus loin que ces autres œuvres monumentales auxquelles moi j'ai pensé, hein, vraiment très subjectivement. Hein. Je ne sais pas du tout si ce sont des sources d'inspiration de Maxime, mais voilà qu'on est, même si le film a débuté en 2018, hein, c'est bien ça, Maxime, hein, en 2018, il sort en salle en 2023. Première œuvre monumentale à laquelle je pense quand je regarde ce film, c'est 30 ans en arrière. C'est un ouvrage de sociologie de Pierre Bourdieu qui est écrit en 1993, donc qui s'appelle La misère du monde, où dans un ouvrage tout à fait iconoclaste, le sociologue Pierre Bourdieu, donc à l'aide de 23 autres sociologues, va enquêter, lui aussi, sur cette France, la nôtre, sur cette France qui connaît une crise durable, celle du chômage, de la pauvreté qui en est l'auxiliaire, et qui va donner la parole à travers des entretiens, comme dans le film de Maxime, à travers des entretiens, qui va donner la parole à ceux qui vivent cette exclusion. Au fond, tout comme dans le film de Maxime, ce qui est très intéressant dans le livre de Pierre Bourdieu, dans le film de Maxime, c'est qu'au fond, nous est livrée l'expérience que font ceux qui sont, alors pas simplement, hein, mais ceux qui se sentent dans une position d'exclusion, d'isolement, d'infériorité, dans un monde qui a priori ne l'est pas. C'est-à-dire notre pays, la France, qui est un pays qui, dit-on, est une puissance économique. Et le travail de Bourdieu comme le travail de Maxime, c'est en quelque sorte pour partie chez Maxime. Ce n'est pas que cela, je ne veux pas simplement le redire à cela. Mais c'est de prendre la mesure de cet écart entre ceux qui vivraient une situation d'infériorité, d'exclusion, d'isolement, dans un milieu relativement
normalement, a priori, considérés comme étant privilégiés. Là où va plus loin Maxime que Pierre Bourdieu, déjà, c'est que son enquête ne porte pas simplement que sur le seul monde social. C'est-à-dire que les intervenants, ce ne sont pas que des sociologues. Hein. On a un monde de la solidarité associative qui est là, qui est mis en scène. On a une sexologue qui revient de manière récurrente. On a une approche économique, on a une approche écologique, on a une approche psychanalytique, on a une approche d'ordre sexologique, on a une approche d'ordre spirituel. Il y a un prêtre qui intervient. Bref, ce sont tous les champs, pour en revenir à cette question de la circularité, ce sont tous les champs de la vie sociale qui sont envisagés dans le film de Maxime Karmagoret. Alors, l'objectif, me semble-t-il, hein, quel est-il chez Pierre Bourdieu? Parce que j'ai fait le lien immédiatement sur ce constat fait par Pierre Bourdieu et ce constat fait à travers sa caméra par Maxime. C'est qu'au fond, on serait passé d'une misère de conditions, hein, à une misère de position. La misère de conditions, c'est quoi? C'est le fait de vivre en quelque sorte une sorte de pauvreté matérielle, d'insuffisance de ressources. Alors, il y a un peu de cela aussi hein, dans le film de Maxime, comme dans l'ouvrage de Pierre Bourdieu. Il y a un peu de cela. Mais en fait, ce qui caractériserait notre époque, enfin notre pays, en l'occurrence là ici, l'Orient, et dans son rapport à l'île de Groix qui est montré dans le film, c'est qu'on serait passé donc de cette misère de la condition, qui malgré tout présente, à une misère de position, de positionnement dans le monde. Je pense que cette question géographique, elle est très très importante aussi dans le film, dans le rapport qu'il y a entre l'Orient et l'île de Groix. J'y reviendrai plus tard. On serait passé à une misère de position, c'est-à-dire prendre la mesure de ces individus qui, comme tout à chacun, aspireraient aujourd'hui à une quête du bonheur, à un épanouissement personnel, et qui seraient empêchés, hein, dans cette quête-là, à divers titres, pour des raisons sociales, économiques, spirituelles, sexuelles, et qui provoquerait notamment ce fameux isolement dont prend la mesure Maxime avec sa caméra. Alors, ce qui est d'intéressant chez Pierre Bourdieu, et c'est là où Maxime va s'en distinguer et là où il va aller plus loin, ce qui est d'intéressant chez Pierre Bourdieu, c'est que au fond, ce qui caractériserait ceux qui vivent des situations d'exclusion aujourd'hui, des situations d'isolement, c'est qu'au fond, cette quête de bonheur, cet élan vers l'épanouissement personnel serait empêché par un certain nombre de lois cachées qui sont sociales chez Pierre Bourdieu et dont il faudrait amener au jour les différents mécanismes chez Pierre Bourdieu. C'est-à-dire que ces mécanismes hein, qui pèseraient comme des contraintes sur les individus, ce serait par exemple les verdicts du marché scolaire, entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Ce serait la violence des rapports économiques dans le monde du travail. Ce seraient les problèmes liés à l'accession du logement quand on est handicapé ou quand on ne l'est pas, ce que montre parfaitement le film de Maxime Karmagoret. Quand on est un immigré ou quand on ne l'est pas, il y a un intervenant très intéressant dans le film de Maxime Karmagoret sur cette question-là aussi. Bref, il y aurait un certain nombre de contraintes d'ordre social qui empêcherait les individus d'accéder à cet épanouissement personnel. Alors, le but chez Pierre Bourdieu, c'est quoi? C'est, au fond, à travers ceux qui sont interrogés, et peut-être aussi un peu chez Maxime, mais une fois encore, j'y reviendrai, Maxime va plus loin, c'est en faisant prendre conscience de ces mécanismes-là aux individus, c'est une manière de leur dire, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas épanoui sur le plan personnel, c'est que peut-être entrent en jeu d'autres mécanismes qui sont d'ordre sociaux et qui vous empêchent d'atteindre cet état-là et qui seraient au fond une manière, en leur faisant prendre conscience de cela, de les disculper, c'est-à-dire de les déresponsabiliser, de leur dire « ce n'est pas de ta faute ». Ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important déjà, ce travail que fait Pierre Bourdieu, que reprend, me semble-t-il, pour partie Maxime, mais une fois encore, en le prolongeant et en allant beaucoup plus loin que ne l'a fait Pierre Bourdieu. Au fond,
c'est très important de dire aux individus qu'il y a des mécanismes qui les empêchent, qui les contraignent par devers eux, des mécanismes qui reposent sur des lois cachées d'ordre social. Les amener au jour, ces mécanismes, ça n'est pas les résoudre, hein, ça n'est pas les faire disparaître. C'est une manière de dire au fond que ce que le social a fait, il peut le défaire déjà, donc il y a un aspect positif dans tout cela, mais surtout, c'est de prendre conscience que cette question de l'épanouissement personnel, cette question de la quête du bonheur, elle a une histoire. Elle a une histoire. Je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, aspirer à l'épanouissement personnel est une idée relativement récente, relativement neuve. Je renvoie ici à toute la littérature, notamment celle de Michel Foucault, qui a très bien travaillé sur ces questions-là, à travers son fameux concept de biopolitique. À un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, il se trouve que l'État, en l'occurrence en France, en Angleterre, au moment de la révolution industrielle, à partir du XVIIIe siècle, mais surtout tout le long du XIXe siècle, à un moment donné, les États, dans notre histoire, vont prendre en charge la vie des individus, c'est-à-dire cet intervalle qui sépare leur naissance de leur mort. Les États vont prendre en charge cette question-là, ils vont mettre en place ce qu'on a appelé un hygiénisme social, et en quelque sorte, pour le dire très très vite, trop vite, pardon, mais pour le dire très très vite, au fond, l'État va apprendre aux individus à avoir le souci de leur bien-être. À un moment où, il faut bien prendre conscience de ce qui se joue là, à un moment où, au fond, au XIXe siècle, les taux de mortalité sont ce qu'ils sont, où un homme vit jusqu'à 37 ans à peu près, hein, au fond, il faut bien voir que les individus vont avoir tendance à mettre en jeu leur vie pour contester l'ordre établi. Et l'État, en quelque sorte, en apprenant aux individus à prendre soin d'eux, à avoir le souci d'eux, Michel Foucault, en quelque sorte, c'est-à-dire en leur dispensant les bons soins, en leur demandant d'avoir une hygiène corporelle, en les dénombrant, l'État va petit à petit faire entrer dans l'inconscient collectif des individus que leur existence, elle a une valeur, elle a du prix. Hein, et l'existence des individus, en ayant du prix, en ayant une valeur, ces individus ne vont plus aussi facilement la mettre en jeu. En gros, pour le dire très très vite, les individus ne monteront plus aussi facilement sur les barricades. C'est-à-dire que sous des allures de bienfaisance, en gros, quand l'État nous dit aujourd'hui, ne renâclez plus, faites du sport, mangez 5 fruits et légumes, alors ça pourrait faire doucement sourire, prêter à sourire, mais il faut bien voir ce qui se joue là derrière. C'est-à-dire que l'État, en nous apprenant à nous aimer, en nous apprenant à avoir le souci de nous-mêmes, au fond, va se défausser sur nous, va se déresponsabiliser, c'est-à-dire va faire porter la croix de la responsabilité sur les individus. C'est une manière, au fond, à la fois en se donnant du prix à notre existence, de ne plus contester l'ordre établi, d'aimer les choses telles qu'elles sont, puisque l'État prend soin de nous, qu'il est bienveillant, mais en même temps, ça déplace l'effet du pouvoir. C'est-à-dire qu'au fond, l'État n'a plus à tenir le marteau, ce sont les individus qui en tiennent le manche. On devient nos propres commandant, notre propre donneur d'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que par cet effet de déplacement, en nous apprenant à donner du prix à notre existence, au fond, si nous échouons dans notre vie, si nous échouons, ce sera de notre faute. Voilà où je veux en venir. Et donc, en amenant au jour des mécanismes sociaux qui font prendre conscience aux individus que peut-être, s'ils ont échoué, ça n'est pas de leur faute, mais que cela repose sur des mécanismes qui sont d'ordre sociaux, c'est une manière de remettre les choses à leur place et que peut-être l'État a sa responsabilité dans ce travail-là. Là où va plus loin Maxime, par rapport à ce que je viens de dire là et à tout le travail qu'a accompli au fond Michel Foucault, c'est que son œuvre monumentale, elle s'inscrit dans une autre logique, Et là, j'ai pensé à une autre œuvre monumentale. Qui est un roman, pour le coup, une mise en fiction du monde, qui est un célèbre livre de Georges Perec qui s'appelle « La vie, mode d'emploi », où on retrouve ce même aspect monumental. 600 pages, 6 chapitres, 2000 personnages. Et au fond, dans ce livre, on a, tout comme chez Maxime, on a un peintre qui
opère une coupe dans un immeuble, un grand immeuble parisien, et ce peintre va essayer, à travers la peinture qu'il souhaite réaliser de cet immeuble, il va essayer de prendre dans sa toile le monde tel qu'il est là. Sauf que chez Pérec, et c'est là que pour moi le film m'a touché chez Maxime, c'est que chez Pérec, au fond, chaque individu, dans ce grand immeuble que le peintre Valène va essayer de saisir avec son pinceau, chez Georges Perec, quand il manque une pièce, dans cet immense puzzle, il y a un trou. Et c'est une manière de dire qu'au fond, chez Perec, c'est l'ensemble qui détermine l'élément. C'est l'ensemble qui donne du sens à l'élément, à l'individu. Chez Maxime Kermagoret, c'est l'inverse. Et c'est en quoi son film est très précieux. C'est-à-dire que cette fresque monumentale qu'on retrouve chez Bourdieu, qu'on retrouve par exemple chez Pérec, propose quelque chose de tout à fait inédit. Alors là, sur le coup, sur le plan politique et sur le plan des solutions. C'est-à-dire que chez lui, c'est l'élément qui devrait déterminer le tout. C'est l'élément, l'individu, qui devrait donner du sens à l'ensemble. Pourquoi j'ai pensé cela en regardant le film de Maxime? C'est notamment dans son rapport entre la ville de Lorient, qui est censée être une ville urbaine, ouverte sur le monde, et où finalement cette ouverture produit de l'isolement, quand au contraire, l'île de Groix, elle, petite, qui semble fermée, recluse, met en place des solutions sur le plan de la solidarité qui, bien plutôt que de la refermer sur elle-même, semble davantage ouverte. On a ici une relation entre le macro et le micro, entre l'Orient et l'île de Groix, qui tente à montrer que c'est peut-être à partir du plus petit élément qu'il faudrait penser le tout, le macro. Penser le macro à partir du micro. Et c'est sur le plan de la mise en scène que cette idée-là m'est venue. Il y a des moments dans le film de Maxime qui sont parcourus d'un certain nombre d'échappées. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans le cadre d'un entretien, d'un chant contre chant. Il y a des moments où la parole de celui qui est saisi, celui qui est interrogé, s'échappe et où on a la caméra de Maxime qui nous propose des plans en extérieur et des plans avec des nappes de son atmosphériques et des plans qui sont circulaires, qui tantôt s'efforcent de saisir l'environnement qui se trouve autour de cette parole qui nous est livrée, mais en même temps, ce regard circulaire aussi, il se porte vers le ciel. Et ce mouvement, il est circulaire. C'est comme si, mais là, c'est une piste que moi je propose, en tout cas c'est ce à quoi j'ai pensé en regardant le film de Maxime, c'est comme si Maxime nous disait, au fond, il faudrait mettre en place, pour penser la question notamment de l'isolement et comment en sortir éventuellement, avec toutes les réserves que cela comporte, parce que dans le film, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va nous quitter, qui s'appelle Marine, à qui le film est dédié. C'est comme s'il nous disait, à travers ce regard circulaire, ces effets caméra, comme s'il s'agissait d'englober la parole de celui qui nous livre son expérience du monde, comme s'il s'agissait de la protéger, de la placer sous une bulle, de la mettre dans un rapport d'insulation, dit un philosophe qui s'appelle Peter Sloterdijk, c'est-à-dire de la protéger et de mettre en place une éthique de la responsabilité, et ça c'est fort, mettre en place une éthique de la responsabilité à partir d'un élément central qui serait le plus petit élément, c'est-à-dire le maillon le plus faible de la chaîne sociale. Non plus penser le monde de façon macro, mais micro, en prenant l'élément le plus faible. Et de repenser dès lors notre relation au monde à partir de cet élément-là. Voilà ce que je puis dire au fond de l'expérience qui a été pour moi le film de Maxime, qui m'a beaucoup touché, une fois encore pour aller plus loin que tout ce que j'ai pu lire, enfin, sous réserve d'inventaire, mais notamment en sociologie
et de proposer cinématographiquement, je veux dire cinématographiquement, des points de fuite, notamment à partir de celles que je dessinais à l'instant. Est-ce qu'il y a de cela, effectivement, dans ce que dit David, merci, dans ce que dit David par rapport à cette manière comme ça de capter la parole, mais aussi le silence, et qu'il y ait aussi une façon d'installer dans le cadre, dans tes plans, un dialogue très important avec le spectateur, et non pas de le pointer du doigt, le spectateur, mais qu'il participe aussi à la construction de ce film. Et aussi, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à qu'elle fait référence David par rapport au texte philosophique, texte sociologique? Est-ce qu'il y a de ça? Et bien évidemment, voilà, on a un critique de cinéma qui te dit quelque chose. C'est intéressant qu'il y ait cette conversation aussi avec le cinéaste. Je te laisse la parole. Oui, alors, effectivement, par rapport aux échappés, et c'est très intéressant en tout cas que David parle d'expérience. Parce que je propose une expérience avec les moyens. Bon, c'est pas un film, le budget n'est pas énorme pour mon film, mais j'essaie voilà, j'essaie de proposer une interaction. Il y a un côté interactif. Le spectateur ressent des choses à travers ce que je lui propose. Mais ça va au-delà. Il y a des interprétations qui sont possibles, mais il y a l'effet circulaire, le côté. Il y a une sorte de. On passe de l'affiche. Par exemple, l'affiche, c'est la mer, la terre et le ciel. Déjà, voilà, c'est pas unique, ça définit comme on parlait de géographie, de scope, enfin de cinémascope. C'est lié à ça. Et c'est vrai qu'il y a on passe, comme dans le film, au début du film, on commence par un groupe de personnes, l'association Solidarité d'Orient. On passe d'un groupe à quelque chose, à des groupes, à des personnes. Donc on passe d'un groupe à l'individu. Voilà, et c'est de plus en plus intimiste. Donc, par rapport à ce que tu disais, donc c'est vrai que c'est. Après, je sais plus. Oui, Samir, tu me demandais, tu peux me redire la. Non, mais c'était surtout. C'était une occasion aussi de rebondir un peu sur ce que disait David. Et moi, je voulais juste rajouter, en même temps, il en a parlé mieux que moi, par rapport à cette captation, si on peut dire ça, cette manière d'écouter. Oui. Cette manière d'écouter aussi via ta caméra, les personnes qui se livrent et qui sont avec toi. Et cette manière que tu avais aussi, pour le coup, de faire en sorte que leur voix puisse être aussi un dialogue avec le spectateur ou la spectatrice qui regarde, qui est voilà, cette espèce de hors-champ. Et il parlait, David aussi, il revenait, ça c'est très important, sur tous ces moments où on ne les voit pas eux, où on voit autre chose. Et cette autre chose, tu arrives à ce que ça ne devienne pas de l'illustration. Voilà, c'est ça. On met un truc, histoire de. Mais là, non, c'est une espèce de prolongement. C'est un film qui il y a deux choses. Il y a à la fois, c'est très, il y a à la fois le côté c'est un documentaire, donc il y a des entretiens et effectivement des envolées lyriques, poétiques, mais oui, c'est pas juste des plans pour faire, pour illustrer. C'est presque comme s'il y avait une identité. Enfin, il y avait un. Il a très bien analysé, David. C'était compliqué d'en dire plus. Mais oui, en tout cas, effectivement, je voulais. Ça va avec l'expérience que je voulais, mais c'est. Peut-être s'il y a une chose qui est fondamentale aussi et qui a vraiment son importance, et je pense pas que je pense que David sera d'accord avec moi, je me permets, c'est la durée. C'est très important ça. C'est un film en 2 parties. La première, je crois, dure 3h20, la seconde 3h15, quelque chose comme ça. Comment dire, le fait que ce film prenne le temps,
ce temps-là, est-ce que c'était... Même je crois que tu as un peu répondu à ça finalement au début de l'émission. Est-ce que tu le savais que ce film allait prendre le temps ou c'est au fur et à mesure que tu as Alors, découvert? Oui, je t'en prie. Alors, déjà, il y a eu plusieurs pistes de réflexion. Enfin, les entretiens se sont, ils sont arrivés au fur et à mesure. Voilà, je ne savais pas que j'allais traiter de la phobie scolaire, par exemple. Alors, bon, par rapport au contenu sexuel, puisqu'il y a quand même enfin, le contenu sexuel. Oui, enfin, c'est les témoignages sur des femmes victimes de violences et de viols. Voilà, vous savez, à un moment donné que j'entendrai au sexe, à la sexualité, puisque ça reprend aussi tous mes films. Il y a toujours du sexe dans mes films. Mais là, c'est pas gratuit. Et de toute manière, mes films non plus, mais ça a souvent été. Enfin, je suis un réalisateur qui est sulfureux, mais là, je me suis un petit peu calmé quand même. Et, voilà, donc, pour la durée, alors, le fait que je laisse la parole aux gens. Quand il y a un montage, il y a forcément manipulation. Mais là, j'ai quand même voulu limiter. Je voulais pas que ça soit l'artifice ou que je coupe comme dans les émissions genre 7 à 8 avec il y a juste une fois que je l'ai fait ou deux fois, mais des plans sur les mains parce que j'avais pas le choix. Il fallait masquer la personne. Pas parce qu'elle voulait pas, mais c'était pour la protéger juridiquement parce c'est une personne qui était qu'on voit de dos, une jeune femme. Elle avait un procès enfin, avec son ancien conjoint, donc c'était compliqué. Mais c'est vrai que j'ai laissé le temps aux personnes de s'exprimer, ce qui m'a valu aussi quelques réflexions, genre pourquoi t'as laissé bah oui, il n'y a pas de montage, t'as laissé les rushs. Enfin, il ne pas dit comme ça, mais c'était ça. Et non, en fait, si j'ai laissé le temps aux personnes de s'exprimer, c'est que voilà, c'est qu'il y avait, je voulais que les personnes, ça peut toucher, le film peut toucher n'importe qui. Et laisser les personnes être vraiment car oui, en immersion, c'est en immersion dans l'intimité des personnes, dans leur histoire. Je pense notamment dans la seconde partie à Florence qui a été victime de violences pendant un an quand elle était étudiante. Donc là, vraiment, c'est un cauchemar qui est raconté et voilà, on le vit avec elle. Parce qu'elle a le temps de le dire. Enfin, je lui donne le temps. C'est vrai que la notion de temps est très importante dans le film. C'est à la fois une contrainte, parce qu'il y a une difficulté de diffuser le film, que les gens le voient. Il y a beaucoup de gens il y a des gens qui s'arrêtent. Ils regardent la première partie, ils le regardent en plusieurs fois, ça coupe l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de proposer un film de plus de 2 heures, parce que les personnes sont habituées à TikTok ou des formats courts, des films où il y a, enfin, ça va tout à l'heure. Et c'est un film qui est contraire à ça. Et aussi, c'est surtout qu'il y a une progression. Le film, même ça va un petit peu en zigzag, enfin pas en zigzag, mais il y a des montées au début. Il y a les, on peut pas voir le film on peut pas voir uniquement la première partie et ni commencer par la seconde partie. Voilà, c'est pas possible puisqu'on retrouve des personnes de la première partie, de la seconde partie. Et c'est effectivement, et comme c'est une fresque, comme il y a comme un côté panoramique, il y a près de 80 personnes qui interviennent. C'est pas possible. Donc mais effectivement, c'est un obstacle cette durée, mais c'est également
cette volonté, et je serais, si on me demande de couper, de faire un film de version courte, pour moi, c'est pas possible. Tout a été fait. Tout a été fait. Il n'y aurait pas de séquence. Il n'y aura pas d'échappée poétique. Si c'était un film de 1h30. Je me suis permis, c'est un petit peu comme si ça avait réalisé une série où je pouvais m'autoriser à des intrigues secondaires. Sauf que là, dans les échappées, ça c'est presque, ça a du sens, et c'est une seconde, c'est presque une seconde narration, mais qui s'abrique avec les témoignages. C'est pas hors sujet. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que tu t'es oublié, toi, quand tu les filmais, quand tu filmais ces personnes et que tu les écoutais? Est-ce qu'il y a eu des moments où toi aussi, tu te retrouvais dans une situation où, te concernant, le temps était très suspendu, c'est-à-dire qu'à un moment, tu oubliais qu'il y avait une caméra, tu oubliais pourquoi tu étais là, tu étais juste en face d'elle et tu l'écoutais. Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça un peu particuliers? Oui. Bien sûr, parce qu'il y a des personnes. Alors, il y a des personnes que, à la fois les personnes que je connaissais un petit peu, alors Marine, c'était une amie, c'est toujours une amie, même si elle n'est plus là, et d'autres personnes, notamment surtout les témoignages difficiles, donc de Florence par exemple, où là, j'essayais de capter son témoignage, mais je voulais pas. J'étais concentré sur ce que je faisais, mais je voulais pas. C'est comme si je voulais. Voilà, je voulais. Forcément, c'est surtout au montage que j'ai. C'est pour ça que j'ai laissé. Je me suis oublié et je pense que ça. J'espère que ça se voit quand on regarde le film. Voilà, c'est filmé de manière assez sobre, quand même, au niveau de l'entretien. Et j'ai appris des choses en faisant le film par rapport notamment les associations, ce que leur regard sur les problématiques, sur les difficultés. Donc oui, je me suis oublié. J'ai au moment où voilà, j'ai fait attention à comment je filmais, mais j'ai écouté. C'était très important de l'écoute, puisque cette écoute m'a permis de faire, de continuer l'investigation. Si j'avais fait juste comme on était tout seul pour le faire, à l'exception d'une personne qui fait la voix off, qu'on retrouve dans le film aussi. Mais c'était, voilà, je me suis quand même suffisamment oublié pour que les personnes se confient sans crainte et surtout avec voilà, avec sans crainte, tout simplement. Une question qui fait partie aussi qui fait partie aussi du cinéma, mais on essaie toujours de ne pas trop la poser parce que c'est tellement redondant, mais ça, c'est important, je pense, de la poser, cette question, c'est son économie. C'est l'économie du film. Oui. Et moi, ça m'intéresse de savoir comment on monte un projet comme celui-ci, comment on le fait, ce film. Comment ça se finance un film comme ça? Alors, donc, déjà, au niveau matériel, donc, ça film qui est autoproduit. Il n'a pas coûté très cher. Au niveau du budget, c'était. En fait, c'est simple. J'ai utilisé le matériel à l'exception d'une caméra que j'ai acheté plus tard. En fait, c'est surtout mon film d'avant. J'ai fait les frais pour mon film d'avant. Donc là, j'ai occupé tout le matériel. Mais alors, le plus compliqué, ce n'est pas là, dans ce cas précis,
ce n'est pas les moyens financiers, puisque voilà, c'était tout mon équipement d'avant. Ce sont les autorisations de tournage, enfin, en tout cas pour ça a mis quand même un an presque 2 ans de tournage. Donc il fallait, c'est la gestion de mon temps et surtout le temps des intervenants. Je suis allé revoir plusieurs fois, donc là, mais au niveau économique, non, enfin, c'était pas énorme. Le truc le plus cher, c'est peut-être le montage que si je devais si je devais considérer qu'un jour de montage ça correspond, j'ai un salaire, oui là effectivement le film ce serait mon plus gros budget. mais bon voilà, là pour le coup non, ça m'a quasiment rien coûté. Ça m'a coûté beaucoup moins cher que mon film d'avant, forcément. Alors, je rappelle le 28 et le 29 avril à la Balise, à Lorient, à partir de 14h. David voulait rajouter quelque chose. Est-ce que ça Oui, je dis ça et puis c'était prévu que tu vas pas repartir sans avoir dit quelque chose quand même, David, c'est pas possible. Donc, non, c'était juste pour rappeler donc ce qui se trouve déjà dans le descriptif de cette vidéo, à savoir que le 28 et le 29 avril, à partir de 14h jusqu'à 18h30, il y a la projection donc du film et tout se trouve dans le descriptif de cette vidéo. David, oui, avant qu'on termine cette émission, je t'en prie, David. Oui, de façon très courte, juste pour revenir, si vous le permettez, sur la question du temps dans le film qui est primordial. Ce temps pris par Maxime pour faire ce film, ce temps qu'il va falloir prendre pour regarder ce film. Alors on pourrait se dire à travers ce regard circulaire, à travers tous les intervenants qui se trouvent dans le film, parfois des spécialistes, on pourrait se dire que chez Maxime, au fond, il y aurait une sorte de prétention à l'exhaustivité. Ce serait une erreur fondamentale que d'envisager son film sous ce jour-là. Au fond, me semble-t-il, mettre en place ce temps-là, c'est essayer de transformer au cours du film le temps, c'est transformer le temps en autre chose, c'est-à-dire dans de la durée. Prendre le temps, donner le temps aux intervenants, c'est à travers leurs paroles, leur permettre tout à la fois de rendre habitable l'espace qui est le leur, mais aussi le temps qui est le leur. Il faut faire la distinction entre ce que c'est que le temps et la durée. Le temps, on pourrait le dire, il y a de multiples manières de le définir, mais le temps, au fond, n'a pas de consistance, n'a pas d'épaisseur. C'est le fameux temps qui passe sans qu'on s'en aperçoive, ou alors qui nous pèse. Quand le temps se transforme en durée, c'est produit tout à fait autre chose. C'est le moment où le temps est devenu habitable. C'est le moment où le temps a enfin du sens pour nous. Et me semble-t-il, c'est ce qu'essaye de faire le film de Maxime, c'est-à-dire de donner du sens au temps qui n'en avait plus, comme aux espaces qui en étaient dépossédés, à travers la parole autorisée qu'il capte, qu'il filme et qui rend le film précieux. Je rappelle, donc, Enquête sur un monde solitaire. J'avais oublié aussi de parler des 2 DVD qui sont accessibles. Je les montre. Les voilà. Tac. C'est celui-ci. Et puis, et bien évidemment, toutes ces informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Merci beaucoup, Maxime. J'imagine que tu prévois d'autres projections du film, peut-être, pour plus tard? Alors, déjà, on verra comment ça se passe avec cette projection. C'est effectivement, il y a le problème du temps ou de la durée. De la durée. Oui, voilà, de la durée. Et effectivement, c'est un frein de toute manière, mais voilà, ça a du sens en tout cas cette durée, comme dit David. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de projection prévue après. Mais j'espère en tout cas que ça va susciter la curiosité, l'intérêt, parce que voilà,
je pense que ça devrait être. On verra en fonction de ce qui se passe vendredi, samedi. Enquête sur un monde solitaire. Merci beaucoup, Maxime, d'être là. Merci beaucoup à toi, David, aussi d'être venu nous donner un peu. Merci. Je t'en prie, nous donner un peu ce regard que tu as eu sur le film. Avec le film, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Tout se trouve dans le descriptif de la vidéo. Et puis, Maxime, hein, n'oublie pas, tu reviens quand tu veux pour tes prochains films. Ce sera en tout cas avec plaisir. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.